Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale DevFest Lille 2024. Bonjour à toutes et à tous, je suis Tanlan et je suis sur le podcast d'Équité. Enchanté. Enchantée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, là je cherche un nouveau poste, mais à la base je suis machine learning ingénieur. Je suis en gros une software ingénieure, mais au service de l'IA. Ouais. Donc j'interviens souvent entre les data scientists et les DevOps. Ok. Dans une phase où en fait on transforme le code en quelque chose de beaucoup plus prodable, de beaucoup plus maintenable dans le temps. En fait, on passe de cette étape. J'aime bien expliquer que construire une solution avec de l'IA, c'est le travail du data scientist, c'est un peu de faire une maquette sur un jeu de données, quelque chose d'assez, un modèle réduit. Et en fait, la phase où intervient le machine learning ingénieur, c'est la phase de cette petite maquette de maison. Ben, nous, on arrive à faire cette maison qui est à taille réelle. Ok, belle image. Je n'avais jamais entendu celle-ci, mais c'est bien. J'aime bien. Je discute aussi quelquefois avec une de mes partenaires qui s'appelle Denise, qui est aussi data scientist qui fait l'IA, et elle m'avait jamais expliqué comme ça, et donc je vais te le piquer, je vais lui raconter si ça va, même si tu restes le copyright, d'accord? Non, il n'y a pas de souci. Et là, pour mieux te connaître, ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Alors, dans l'IA, ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant, je pense 2 ans et demi. D'accord. À la base, j'étais développeuse web. D'accord. Je suis tombée malade, donc j'ai fait une pause. Ok. J'ai dû arrêter de bosser pendant 2 ans. D'accord. Et à la fin, j'en avais marre. Bon, d'être malade, c'est chiant, mais bon, on fait avec. Et moi, ça me manquait de plus coder. D'accord. Et j'ai pris un peu la première formation que Pôle emploi m'a proposée, parce qu'en fait, le test technique, je trouvais ça marrant. J'aime bien la logique. Pour moi, c'était un peu des petits jeux, donc je me suis dit, je vais faire pour le fun. Ok. Sauf que on m'a convoqué pour me dire en fait vous avez réussi les tests techniques, il y a un entretien. Je suis prise, je vais y aller. J'étais à l'entretien, sauf qu'ils m'ont prise à l'entretien. Donc je dis maintenant je suis prise, j'y vais. Bah ouais. Et en fait j'ai fait la formation, donc il y avait 1 an à temps complet. Après il y avait 1 an d'alternance, donc j'ai eu la chance de faire mon alternance chez AXA France. D'accord. Dans une super équipe de machine learning ingénieurs avec vraiment des software ingénieurs de super niveau qui m'ont beaucoup appris. Et aussi qui m'ont donné envie de faire plus, parce que c'est grâce à eux que j'ai donné mon premier talk aussi, parce que c'est eux qui m'ont donné envie de me lancer en tant que speakeuse. Super. Et donc, de ça, je suis passée à, maintenant je cherche du boulot, mais j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, de donner quand même des talks dans des endroits super chouettes, comme au DevFest hier. J'ai participé à Devox, j'ai participé à Mixit à Lyon. Je commence à envisager de donner des conférences à l'étranger. Sachant que j'ai eu ce passage un peu de quand je suis tombée malade, de me dire ta vie elle est un peu foutue, tu te retrouves en fauteuil roulant, tu peux plus faire grand chose de ta vie, tu dépends des autres. Et au final, quand je code, je suis pas plus handicapée que quelqu'un d'autre. Je peux rien coder de mon lit, ça changera pas de quelqu'un qui code à son bureau. Donc je me sens plus handicapée de 1. Je peux faire des trucs géniaux parce que quand même quand on code, j'aime bien dire c'est une espèce de baguette magique. Tu pars de rien et puis tu fais un site internet, tu vas coder une IA. Il y a pas beaucoup de métiers où tu vas avoir cette chance de faire autant de choses. T'as quand même un côté très créatif dans le code. Exactement. C'est vraiment génial. Et puis il y a aussi le côté communautaire. Moi je participe à HTDev, je fais partie de l'organisation de Clonor. Et je suis super contente de voir que, en fait, il y a aussi ce côté très partage, la vision du développeur qui est tout seul dans son écran avec son hoodie sur les dos. Je dis pas qu'elle est fausse, je considère pas être la personne la plus sociable au monde, mais dans la vérité, c'est que on a un des métiers les plus sociables au monde. Enfin, le code que je produis, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont créé des langages. Ouais, tout à fait. C'est d'autres personnes qui ont écrit des librairies. Et moi, j'utilise ces choses-là quand on ouvre des issues, quand on répond, on est tout le temps en train de communiquer les uns avec les autres. Et ça, c'est génial. Carrément. C'est une belle philosophie, en fait. C'est un bel état d'esprit et un beau constat que tu fais. C'est super. Et donc, quel est l'élément, on va dire, quel est le moment de ta vie où tu t'es dit, c'est dans la tech que je vais pouvoir m'épanouir et c'est là-dedans que j'ai envie de continuer à faire des choses, en tout cas. Je dirais pas que c'est mon premier Hello World. Mais c'est peut-être, la première fois que j'ai mis une page web en prod. Ouais, c'était quand, ça? Ça doit faire maintenant 5-6 ans peut-être. 5-6 ans, d'accord. Puis peut-être la deuxième fois, ça a été la première fois que j'étais à un événement tech. Donc c'était DevFest, mais il y a 2 ans. D'accord. Je suis sourde, ça fait 20 ans que je suis sourde. Et quand je suis arrivée au DevFest Lille, je suis arrivée toute seule, je connaissais personne. Enfin si, je connaissais quelques personnes parce que je participais déjà au meet-up.
Par contre, ce qui m'a choqué, c'est que quand je suis arrivée, déjà les messages qui étaient dit on est contre les discriminations, vraiment, ça, on se sent bien. Et je vais à la première conf et je vois des sous-titres. Oui, c'est vrai. C'est peut-être bête, mais non, en 20 ans, j'avais jamais vu un seul événement dans ma vie, même personnelle, qui était accessible à des personnes sourdes. Je suis en fauteuil roulant maintenant, rouler à des endroits, c'est normalement censé être une norme. C'est pas le cas, mais en principe, je peux à peu près aller partout où je veux, plus ou moins facilement. Par contre, aller à des endroits où je comprends sans faire des nœuds à mon cerveau, bah, ça arrive quasiment jamais. D'accord. Et le premier vraiment événement que j'ai vu comme ça, c'était DevFest. Ok. Lille. Je sais que avec toute l'équipe du DevFest, comme nous on a un stand et on participe à financer, à sponsoriser cet événement-là, ils ont été très soucieux de ce type d'attention et en fait c'est pas une attention, ça devrait être limite une norme et c'est même quelque chose d'obligatoire pour moi. En fait, l'accessibilité, l'inclusivité, c'est en plus un défi qu'on a dans le web. Tout à fait. Le nombre de sites qui sont inaccessibles, je suis pas une spécialiste de l'accessibilité numérique. Il y a des gens beaucoup plus calés que moi. J'en ai interviewé ici qui était spécialisé. Emmanuel Aboaf est très bonne aussi dans ce sujet-là. La tech, c'est un des milieux où, pour les personnes handies, c'est les plus adaptables possibles. On peut faire énormément d'aménagements de postes pour rendre le travail accessible aux gens qui le veulent. Et de l'autre côté, on a besoin de ces personnes-là. Parce que je suis désolée, moi je suis sourde, donc je sais ce que c'est être... Enfin, je suis sourde et je suis en fauteuil roulant, donc je sais ce que c'est être sur quelque chose d'inaccessible. Oui. Mais par contre, j'ai énormément de mal à me mettre à la place de quelqu'un qui est malvoyant. Et je vais avoir des biais que peut-être même les personnes valides ont souvent, de dire ouais mais c'est bon, ça va aller maintenant, il y a des IA, ça va aller tout seul. Alors que non, en fait, ça marche pas comme ça. Il y a vraiment des bonnes pratiques à mettre en place, il y a vraiment des choses à vérifier. Et je pense que en tant que personne handie, quand je suis dans une équipe, ça permet aussi de sensibiliser. Je vais dire un truc tout bête, c'est que vous allez au resto à midi, entre collègues, si le resto il est pas accessible en fauteuil, ça va me faire chier, mais ça va faire chier aussi toute mon équipe, ouais. Parce qu'ils ont pas envie de m'exclure non plus du repas. Donc en soi, on participe, même sans le vouloir, à cette forme de sensibilisation, parce que une fois que vous êtes confronté à l'inaccessibilité ou à l'exclusion de quelqu'un qui vous est proche, vous allez faire quand même plus attention à ça. Tout à fait. C'est exactement, c'est vrai. Et en fait, l'accessibilité, elle est moteur, elle est sur beaucoup de critères, enfin, tout ce qui est dans la nature humaine, j'ai envie de dire. Mais elle est aussi potentiellement alimentaire, quoi. Il y a aussi des intolérants à des choses très particulières et on peut pas aller dans n'importe quel resto parce que je reprends ton exemple. C'est ça. Pour dire, ah bah non, on sait très bien que cette personne-là, si elle vient avec nous, elle va être malade parce qu'elle va manger. Et surtout, il faut se dire, on est dans un milieu qui est assez homogène pour le coup. Homogène là pour le coup. Mais par contre, vos utilisateurs, ils sont rarement aussi homogènes que le milieu de la tech. Tout à fait. Moi, je vois par exemple dans l'IA, ça a un impact très négatif. Les biais que peuvent avoir les concepteurs d'IA se retrouvent dans les IA et c'est une catastrophe. Je l'ai pas donné cette année au DevFest Lille, mais j'ai beaucoup donné une conférence avec Emmanuel Aboaf sur l'IA et le handicap. D'accord. On a par exemple généré des images. Quand on demandait à mi-journée de générer une image d'une femme sourde, on avait une vieille. Ah oui. Qui tend l'oreille comme ça. Oui, d'accord. Et nous, on s'est regardé, mais on ne ressemble pas à ça. En fait, on perd cette sensation de représentativité parce qu'en fait, l'image qui est donnée, les biais qui sont donnés dans les bases de données d'entraînement sont des bases de données qui sont pas de personnes concernées. Ce sont des personnes qui n'ont même pas de connaissances sur le sujet. Ça reflète un cliché. Oui, c'est ça. Ça reflète que ça, en fait. Et donc, on est... J'ai essayé de générer l'image d'une fille vietnamienne avec un chat blanc et gris parce que j'avais besoin de générer une image pour un de mes comptes Instagram. Il m'a généré une soldat vietnamienne en uniforme. J'ai dit, mais si je demande de générer une française avec un chat, j'aurais pas cette image-là. Bien et sûr. c'est quelque chose d'assez violent de se prendre le cliché de puisque tu es vietnamienne, tu renvoies tout de suite à la guerre. Oui, bon, il y a d'autres pays qui ont fait ça aussi, mais bon. Mais c'est dans les idées de représentativité, en fait. Là, c'est qu'une question de représentativité, c'est juste la génération d'images, mais on va se poser la question dans d'autres domaines où ça peut être beaucoup plus problématique, parce que par exemple, si tu vas prendre des domaines comme la médecine, c'est un milieu où il y a quand même pas mal de biais, notamment de biais sexistes. Si on n'a pas conscience de ces biais-là, on va les reproduire. Oui. En fait, par exemple, quand on parle... Ça devient une norme, en fait. C'est ça. Il faut prendre en compte le fait que tu as des classes qui sont minorisées dans la population. Et c'est pareil dans un site internet. Tu vas peut-être avoir, je sais pas, 90% de personnes qui vont utiliser ton site internet qui sont valides, qui n'ont aucun problème pour utiliser ton site internet, mais tu vas laisser 10% sur le carreau.
Est-ce que c'est acceptable de laisser 10% même de clients potentiels finalement sur le carreau? Quand on est dans le business, ouais, c'est une question à se poser. Ouais. Après, je pense que d'un point de vue général, laisser 10% de personnes sur le côté parce que c'est pas accessible, en fait, parce que c'est pas proprement dit Mais pour eux. maintenant, il y a des normes, ça devrait pas être inaccessible. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des normes qui existent et c'est pas forcément tout le temps ou très bien appliqué, quoi. C'est ça. Il y a un petit peu cette partie-là. En fait, l'accessibilité, que ce soit dans l'IT ou dans autre chose, c'est pas quelque chose qui est un must-have. C'est pas quelque chose sur lequel tu commences. C'est ton should-have que tu vas avoir quand tu as fini le projet et que tu as peut-être un petit peu de temps. C'est un peu quand on parle, je sais pas, de qualité de code. Oui. Tu peux coder très dégueulasse et tu dis ouais, je le ferai plus tard. Ouais. Mais non, c'est le meilleur moyen de te prendre des plâtres après parce que le truc, il va pas tenir en prod. Donc, c'est toujours la même question. Il faut peut-être des fois ralentir, se poser les bonnes questions de qu'est-ce que tu veux et peut-être commencer quand même par les choses un petit peu que tu vas penser qui vont prendre du temps et qui vont pas t'apporter de valeur ajoutée, mais qui plus tard vont t'en apporter. Parce que par exemple, je suis désolée, un projet qui date de Mathusalem, qui n'a aucun test technique, qui est codé avec le cul, c'est un projet qui va te faire perdre du temps, que tu vas peut-être devoir recommencer à zéro. Alors que s'il y avait eu un minimum de bonnes pratiques dès le début, c'est le projet que tu vas quand même pouvoir maintenir. En fait, c'est la même chose pour l'accessibilité. Si tu dis que tu interviens à la fin du projet en disant bah ouais, mais t'es obligé de recommencer les 3 quarts du projet parce que c'est pas accessible, finalement, c'est là que tu as cette perte d'argent, cette perte de temps. Exactement. Exactement. C'est ce que j'avais voulu rebondir là-dessus. Et ça revient plus, ça coûte un fric monstrueux et en fait, on n'y pense pas. Ok, pour un peu conclure ton portrait, on est en édition spéciale ici donc au DevFest. Alors, t'as déjà plus ou moins répondu déjà à la question en introduction parce que t'as pas attendu la question pour le dire, mais bon, qu'est-ce que ça... parce que j'ai autre chose avec le DevFest de Lille. Voilà, vas-y. L'an dernier, j'ai donné mon premier talk. D'accord. J'en ai redonné cette année. Yes. Donc, j'ai vraiment une relation assez particulière avec le DevFest de Lille parce que pour moi, oui, ça a été ma première conf en tant que participante, ma première conf en tant que speakeuse. C'est dans la communauté lilloise, qui est quand même une communauté tech que j'apprécie énormément. D'accord. Donc, pour moi, ça fait partie de mes événements un peu chouchou. Un peu chouchou de ce que tu fais. C'est clair, ici. oui. D'accord. Et puis, il y a le Grand Palais, c'est quand même... C'est très chouette. C'est quand même pas mal. Par exemple, j'ai fait Devox, mais un Devox, c'est... pour moi, c'est un peu le Disneyland du dev. Oui. Mais ça reste différent d'un DevFest qui est... ça va être la communauté des gens que je connais. C'est bête, mais de pouvoir revoir un petit peu toutes les têtes qu'on connaît au même endroit, avoir des super talks, parce que les talks sont souvent de très très bonne qualité. Leur gars est au top. En termes d'inclusivité, c'est génial. Par exemple, des choses bêtes comme la salle de repos, la salle d'allaitement, c'est des choses qu'on voit rarement et pourtant qui envoient un message qui est vraiment super bienveillant. On parle qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech, mais... mais on a quand même des fois des contraintes qui sont difficiles à gérer, surtout même se sentir bien vu dans un événement tech, ça peut pas être, c'est pas forcément évident parce que on peut arriver dans un événement, vous êtes, il y a 10 femmes sur je sais pas combien de personnes, se pose des questions quoi. Tout à fait, ok. Et on va conclure là-dessus. Merci en tout cas de ton passage, de ton portrait et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.